Le 1er avril, j'ai posté sur cette chaîne une vidéo crédible qui ressemble à mon travail habituel, sauf qu'elle a été entièrement créée par des intelligences artificielles. Alors que je connaissais pas encore le résultat, j'ai écrit la vidéo qui suit et qui révèle comment je m'y suis pris. Vous allez apprendre plein de trucs. Ça doit vous parler si vous écrivez beaucoup, que ce soit sur YouTube, Internet ou ailleurs, mais on a tous des tournures de phrases ou des ressorts narratifs qui reviennent souvent. Un tournant majeur, absolument majeur. Mais bon, dans les faits, c'est pas vraiment facile d'y échapper. Vous vous demandez peut-être, vous dites peut-être, mais vous vous demandez sans doute, vous êtes peut-être demandé, eh bien, tous ces motifs récurrents, peut-être que ça fait partie de mon style en fait. Et je me dis qu'une intelligence artificielle, c'est sans doute le meilleur outil pour faire ressortir mes habitudes de langage. J'ai donc fait appel à ce bon vieux ChatGPT pour qu'il écrive le script de ma prochaine vidéo, et moi ensuite, j'aurais plus qu'à le lire. Salut chat, je voudrais faire une vidéo dans mon style, celui de la chaîne YouTube Luministe. Est-ce que je peux te fournir des scripts et des fichiers sous-titres pour que tu m'aides à faire une nouvelle vidéo? ChatGPT en fait, il va chercher à estimer une réponse probable à ma demande et y répondre. Il n'est pas connecté à Internet et il va se baser sur deux choses. L'incroyable quantité d'informations sur laquelle il a été entraîné en interne et les informations que l'utilisateur lui donne. C'est pour ça que moi, je vais avoir besoin de lui fournir des références si je veux qu'il copie mon style de vidéo. La chaîne Luministe, elle a pas assez de présence sur Internet et encore moins en 2021. J'ai donc copié quelques exemples de mes précédents sujets et les scripts de mes deux dernières vidéos. L'histoire du sushi et mon analyse du film d'animation Millennium Actress. Bon, après un petit résumé que je lui avais pas demandé, il me sort un sujet très convenu. L'histoire et l'évolution de l'animation japonaise. Ok, j'enregistre ma voix et je vous montre tout ça. Le Japon est devenu un centre mondial de l'animation, produisant des dessins animés connus dans le monde entier. Mais comment cela a-t-il commencé? Tout a commencé au début du XXe siècle, avec les premières animations japonaises comme Katsudo Shashin, réalisé en 1907 par japonaise Kitayama. C'était un court-métrage en noir et blanc d'environ 2 minutes, qui représentait des figures humaines en mouvement. Au fil des années, l'animation s'est développée avec des films de plus en plus sophistiqués. Bon, ok, stop. Katsudo Shashin, c'est pas mal, c'est effectivement la plus vieille animation japonaise qu'on ait retrouvée, mais elle dure que 3 secondes. Aussi, elle était pas en noir et blanc, c'est la courte animation que je vous ai montrée. On n'est pas sûr de ces dates, mais bon, ok, 1907, ça fait partie des hypothèses. Par contre, on n'a aucune idée de l'auteur ou de l'autrice derrière Katsudo Shashin. Bon, et quand il dit japonaise Kitayama, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'imagine qu'il fait référence à l'un des pionniers de l'animation, Seitaro Kitayama, même si son plus vieux film daterait de 1917, soit 10 ans après la date évoquée. Ça fait déjà beaucoup d'imprécisions quand même. Le reste de son script, il est mieux, mais très superficiel, donc peu intéressant. Et puis, on est d'accord, il a pas tant saisi que ça mon style. Notamment, moi, j'ai jamais demandé dans mes vidéos de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre animé préféré. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu passionnant. Donc non seulement c'est superficiel, mais en plus c'est clairement pas mon style. En fait, le problème c'est que je lui ai donné que 2 scripts avec beaucoup d'informations à digérer. ChatGPT il a une mémoire limitée. En gros, quand on lui envoie un texte, il va le découper en tokens. Un token, c'est un mot ou un groupe de mots, et il va retenir les plus importants. Pour ChatGPT 3.5 Turbo, il peut retenir maximum 4096 tokens. Donc si on garde ça en tête, on peut réduire la quantité d'informations qu'il a à digérer en lui demandant d'écrire un script morceau par morceau. Bon, mais avant de faire ça, je vais essayer de lui faire trouver un thème plus intéressant et qui se prêterait bien à une fausse vidéo. J'aimerais bien la poster pour le 1er avril. Le problème du sujet de l'histoire de l'animation, c'est que ça va être très compliqué d'illustrer sans utiliser des vraies images de films d'animation. Dans le montage que je vous ai montré juste avant, toutes les images sont authentiques. Pour une vidéo du 1er avril, j'ai pas envie d'être trop flou dans la frontière entre le vrai et le faux. Je préfère que tout soit faux, comme ça je peux facilement désamorcer à la fin sans avoir à presser « Ah mais en fait ça c'était faux, ça c'était vrai, ah ça c'était un peu vrai mais un peu faux », c'est plus simple. Et puis, jouer sur les imprécisions, c'est le meilleur moyen de propager des fausses informations. Allez, je me garde le sujet de l'histoire de l'animation sous le coude pour une vraie vidéo, mais là j'ai besoin d'un sujet plus surprenant. Peux-tu proposer d'autres sujets? L'architecture traditionnelle japonaise, l'art du thé japonais, les festivals japonais, bon... En gros là c'est tous les bons gros clichés sur le Japon. T'as rien de plus original, ma chaîne c'est surtout des sujets obscurs et ça aime bien les retournements de situation. L'histoire fascinante de la peste noire au Japon, d'accord, bon, c'est pas mal. Ramen, les chats, les secrets de la culture otaku, les geishas. En vrai, la peste noire, c'est clairement le meilleur sujet. C'est tellement un truc, je sais pas, on n'y pense pas du tout. Ça peut que être crédible. Alors, on va partir sur ça. Donc, si on fait comme on a dit, on va faire morceau par morceau. Et donc, la première chose, c'est l'intro. Je lui donne le début de 8 de mes vidéos et je lui demande une intro qui correspond plutôt à ma façon de raconter. Voilà ce que la meilleure de ces propositions donne. Regardez cette image. Un guerrier en armure prêt à affronter l'ennemi face à une figure diabolique. Qu'est-ce que cela représente ? Une scène de combat? Un exorcisme? Nous sommes en fait en présence d'une représentation de la peste noire qui a touché le Japon à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons explorer la façon dont les Japonais ont réagi à cette maladie dévastatrice et comment elle a influencé leur culture et leur mentalité.
Alors, ça ressemble quand même beaucoup plus à mon style, c'est assez crédible, hein. J'ai juste fait une petite modification de sa proposition, j'ai remplacé le mot samouraï par japonais, c'est plus crédible et moins cliché. Pour ce qui est du montage, je l'ai fait manuellement, mais toutes les images, elles ont été générées par une intelligence artificielle. Vraiment toutes, sans exception, même les fonds ou les éléments animés. J'avais d'abord essayé d'utiliser DALL-E, qui est développé par OpenAI, la même entreprise derrière ChatGPT, mais les résultats, ils étaient pas très crédibles. Je me suis donc tourné vers une IA qui a prouvé être particulièrement efficace dans la génération d'images artistiques, Midjourney. Digital, pays spécial, au contact, cyber digital. Et puisque j'avais besoin de beaucoup d'images, j'ai dû m'abonner à la version payante, ce qui correspond à peu près à tout l'argent que j'ai gagné depuis que j'ai commencé YouTube. Yes. Alors, Midjourney, son fonctionnement actuel, c'est très simple et ça se passe sur Discord. On lui donne une description et il nous sort 4 images qui pourraient correspondre. On peut choisir de faire des variations et une fois qu'on a une image qui nous plaît, on peut l'upscale, c'est-à-dire obtenir une version affinée de l'image et plus grand format. Pour cette image d'intro, j'ai généré des tonnes d'images pour en trouver une crédible qui correspondrait à la description de ChatGPT. Parfois, il n'y avait pas d'armure, parfois le visage il était incohérent. Pour l'image finale que j'ai choisie, j'ai légèrement retouché le visage pour éviter que la supercherie soit dévoilée trop tôt. Fallait vraiment que la première image soit crédible puisque le script de ChatGPT, il demande explicitement de regarder l'image. On remarque d'ailleurs que par la suite, les visages sont un peu plus aléatoires. Je me suis dit que beaucoup de personnes n'y prêteraient même pas attention. Il y a un autre truc qui est possible avec Midjourney, c'est de fusionner des images. J'ai pas mal utilisé ça pour garder une certaine cohérence entre les images. Maintenant, quelques mots sur les IA de génération d'images. Ce genre d'algorithme s'est entraîné sur des milliers et des milliers d'images, et dans le cas de Midjourney, il y a une attention particulière sur les images artistiques. Midjourney, c'est une boîte noire créée par une entreprise privée. Je peux pas garantir qu'il n'ait pas volé le travail d'artiste sans en avoir les droits, et à vrai dire, on est à peu près certain que c'est le cas. Dans le cadre de cette fausse vidéo, j'ai demandé à Midjourney de s'inspirer d'artistes des siècles précédents. Ça reste un garde-fou non négligeable, mais je rappelle que Midjourney, c'est une boîte noire. Je peux pas vraiment savoir ce qui se passe derrière. D'ailleurs, si vous êtes artiste, il existe des méthodes pour bruiter vos images et vous éviter qu'elles puissent être utilisées pour entraîner des IA. C'est pas la méthode parfaite puisque ça dégrade un peu votre image et ça risque d'être contourné au bout d'un moment, mais ça a le mérite d'être possible. Maintenant qu'on a une intro, j'aimerais voir de quoi ChatGPT est capable pour une partie plus historique. Je lui ai demandé, toujours en s'inspirant de mon style, une touche de storytelling. Nous sommes au Japon, sur l'île de Kyushu, au XVIIe siècle. La peste noire se propage rapidement, touchant plusieurs villes et faisant des milliers de morts. Le gouvernement tente de mettre en place des mesures de quarantaine pour stopper la propagation de la maladie, mais sans succès. La situation devient tellement grave que le gouvernement décide de construire des camps de quarantaine dans les montagnes pour isoler les malades les plus contagieux. Et c'est là qu'un événement mystérieux se produit. Une femme, Mitsukishi, tombe malade et est transportée dans l'un des camps de quarantaine. Là-bas, elle est soignée par un médecin nommé Shigeyoshi Hirano qui est étonné de voir la rapidité de son rétablissement. En quelques jours seulement, Mitsukishi guérit de la peste noire sans avoir subi aucune amputation ni traitement particulier. Cette guérison étonnante attire l'attention des médecins japonais et du gouvernement qui se mettent à enquêter sur les causes de cette guérison. Et les résultats de leur étude sont stupéfiants. Il s'avère que Mitsukishi a été mordu par une araignée qui produit une substance qui tue les bactéries de la peste noire. Cette découverte révolutionnaire a conduit à la mise en place d'un remède efficace contre la maladie, marquant un tournant dans la lutte contre la peste noire au Japon. Alors, le storytelling, il est là, hein, mais je sais pas vous, moi je trouve ça quand même un petit peu invraisemblable cette histoire d'araignée. Rapide recherche Google, Mitsukishi, Shigeyoshi Hirano, pas grand chose, ni en français, ni en japonais. En général, c'est pas très bon signe, hein. Quelles sont tes sources ? Ah, il a des sources. Le premier, je trouve pas d'infos dessus. Par contre, les trois autres, donc ça existe. J'ai pas spécialement envie de les lire, surtout si c'est pour me rendre compte qu'en fait, c'est faux, quoi. Je vais lui demander directement, hein, laquelle parle de l'araignée. En fait, l'histoire de l'araignée qui aurait propagé la peste noire est une légende qui a été racontée pendant des siècles. Super, ça retourne sa veste. Bien qu'elle soit populaire, il n'y a pas de preuves historiques concrètes pour étayer cette théorie. La plupart des sources crédibles attribuent la propagation de la peste à des puces sur les rats. Mais cependant, cette légende a été mentionnée dans plusieurs œuvres de fiction et de non-fiction, dont le Décaméron de Boccace et la peste d'Albert Camus. Là on commence à bien comprendre que c'est n'importe quoi, hein. Il parle maintenant d'une araignée qui propage la peste, c'est le grand écart au niveau des dates, et puis la peste de Camus, ça se passe en Algérie, hein, aucun rapport avec le Japon. Cette histoire d'araignée, c'est pas vraiment sérieux, hein. Il s'agit d'une histoire inventée pour ajouter un élément de storytelling et d'humour au script. La peste noire au Japon est un événement historique, réel et tragique, et il est important de le traiter avec respect et sérieux. Quelle est la vérité dans ton script alors ? Je m'excuse pour la confusion que j'ai pu causer. Pour clarifier les choses, je tiens à souligner que mon histoire sur l'araignée était fictive et n'a aucun fondement historique. Pour résumer les faits historiques concernant la peste noire au Japon, elle a eu lieu au XIVe siècle. Stop.
C'est totalement faux. Rien que sur Wikipédia, en japonais, on peut lire qu'on n'a pas mention de la peste noire avant la fin du 19e siècle. Allez, mange ça. Bon, alors là, c'est intéressant parce qu'en gros, il m'a traduit le paragraphe, il me l'a résumé. Bon, cette histoire d'Ashadra, elle est pas très claire, hein, mais ça me paraît quand même pas mal correct. Après, si Wikipédia se trompe, ChatGPT aussi. Hein. On va regarder les sources de Wikipédia. Alors, la source, elle est un petit peu plus nuancée, elle dit juste qu'il reste aucun document sur la peste noire au Japon datant d'avant 1896. Donc 1896, c'est pas forcément les premiers cas, mais en tout cas, c'est la plus vieille trace qu'on ait. J'ai retrouvé le document de 1896, c'est bien à Yokohama. Pour la vague de cas à Osaka, là c'est tout bon, et pareil pour la suite. Cette histoire de rat, en fait, c'était qu'on donnait une pièce à chaque personne qui trouve un rat et le ramenait à la police. J'ai entendu dire que c'était pas une très bonne idée, puisque ça incite des gens à élever des rats pour s'enrichir. En tout cas, bon, les sources, elles ont l'air crédibles. Mais on voit bien que là, on n'utilise plus ChatGPT pour écrire une vidéo, mais plutôt pour nous aider à digérer des informations. Et encore, ça irait peut-être plus vite sans m'en servir, puisque je dois constamment remettre en question tout ce qu'il dit. Au moins, ça forge l'esprit critique. Maintenant qu'on a cette première partie pour le contexte historique, j'aimerais que ChatGPT y réponde un peu plus à la problématique qu'il a posée au début, à savoir comment la peste noire a influencé l'art japonais. Un exemple notable de l'art japonais qui représente la peste noire, c'est la peinture sur rouleau La Danse des Morts. Cette œuvre a été créée au XIVe siècle pendant l'une des épidémies de peste au Japon. La peinture représente une série de personnages qui dansent, tandis que la mort est représentée sous la forme d'un squelette. Cette œuvre est souvent interprétée comme une réflexion sur la nature transitoire de la vie et la mort inévitable qui attend tout le monde. Une autre influence de la peste noire sur l'art au Japon, c'est l'utilisation d'images de démons et de créatures maléfiques pour représenter la maladie. Ces images ont été utilisées pour personnaliser la maladie et la rendre plus concrète et effrayante. Par exemple, dans l'estampe Les Trois Monstres créée par Kuniyoshi Utagawa, 3 démons représentant la variole, la rougeole et la peste noire sont représentés en train de terroriser les gens. Bon, j'espère que vous avez bien à l'esprit que pour ce passage, il n'y a absolument, et j'insiste bien sur ce point, rien de vrai sur toute cette influence sur l'art japonais. Je rappelle, le Japon, il a signalé des cas sur une période de 30 ans, et on n'a pas de traces avant. Le nombre de morts, il est très négligeable par rapport à tout ce qui s'est passé en Europe, et donc son influence dans les arts japonais, il y a très peu de chances qu'il soit réel. Tout ce qu'il dit là, c'est de la pure fantaisie, et j'ai encore généré des fausses images qui correspondaient à ces descriptions. Je crois que c'est là que pour moi, la vidéo, elle était vraiment effrayante. La correspondance entre l'image et l'analyse, elle est très troublante. Par exemple, pour la fausse danse des morts, j'ai juste collé à la suite 4 images qu'il m'a générées, mais le résultat il est si crédible que si on prête pas attention aux détails, on y croit. Et l'image que j'ai choisie pour la miniature, elle est tellement forte, elle a un tel impact. Quand quelqu'un t'analyse ça avec autant d'assurance, c'est tellement facile d'y croire et de passer à côté des incohérences. D'ailleurs, cette vidéo, elle a été un peu compliquée mentalement à faire. Je me suis bien marré en utilisant ChatGPT, c'était rigolo de voir comment il essayait de me copier, mais avec Midjourney, j'ai vraiment été submergé par des dizaines et des dizaines d'œuvres inventives. Et je les obtenais en écrivant une simple phrase. Des images totalement fausses qui paraissent si réelles au premier coup d'œil. Avec les bonnes formulations, on peut obtenir des couvertures de vieux livres, des fausses photos de poterie dans des musées. Il suffit de retoucher un peu et ça devient presque indétectable. À un moment, j'avais fait une session très intense où j'avais généré beaucoup d'images. Et après ça, dès que je voyais des nouvelles images, mon cerveau il était en mode « Attention, ce que tu vois, il y a des incohérences, c'est généré par une IA. » Alors que pas du tout, c'était des images totalement vraies. Enfin bon, pour en revenir à notre vidéo, on a une intro, un récapitulatif historique et une pseudo-analyse artistique. On va maintenant demander à ChatGPT d'écrire la conclusion. Et vous savez peut-être que j'aime bien faire des montages à la fin de mes vidéos. Voyons voir ce que ça va donner. J'ai dû beaucoup l'embêter pour qu'il me sorte une conclusion qui ressemble un peu à mon style. Mais regardez ce que j'ai choisi. Quand on pense à la peste noire, on pense souvent à l'Europe et à la terrible épidémie qui a décimé des millions de personnes. Mais on évoque moins souvent le Japon qui a également été touché par cette maladie dévastatrice. Bien que la légende de l'araignée guérisseuse ait été racontée pendant des siècles, elle est malheureusement fausse. Cependant, cette histoire a eu un impact culturel important, inspirant de nombreux auteurs et artistes au fil des ans. Pour rendre hommage à ceux qui ont lutté contre la peste noire et pour célébrer la résilience du peuple japonais, j'ai créé un montage édifiant sur fond de Carmina Burana. Bon, j'ai sorti la vidéo le 1er avril et vous avez remarqué que la fin est un peu différente de ce que je vous ai montré juste là. En fait, j'avais peur que les gens quittent la vidéo à ce moment-là sans avoir vu le message, j'ai préféré couper. Cette fin, elle était quand même tellement ridicule. En tout cas, voilà, la vidéo, elle est complète et sans grande surprise, elle valait pas grand-chose. Surtout d'un point de vue véracité des faits. Mais la vidéo, elle est là, elle est intelligible, elle a un fil conducteur plutôt cohérent et elle imite à peu près ma façon de faire des vidéos, ce qui est impressionnant.
Cette vidéo, c'était une démonstration amusante. Mais en fait, on a surtout vu que ChatGPT, là où il est vraiment fort, c'est pour donner des idées et synthétiser des informations. J'aurais jamais pensé à faire quelque chose sur la peste noire au Japon, et le sujet, il m'a tout de suite intrigué. ChatGPT, il a été capable de rapidement synthétiser en français une page Wikipédia que je lui ai donnée en japonais. J'ai appris des trucs. En tout cas, il faut bien garder à l'esprit qu'il faut trier, vérifier et l'embêter pendant longtemps pour qu'il sorte des choses intéressantes. Il dit quand même énormément de banalités et de trucs faux, tout simplement. C'est bien la preuve que c'est un outil qui révèle son potentiel par l'usage qu'on en fait. Bon, j'aimerais revenir sur la question du temps de création. En faisant cette vidéo, j'ai divisé au moins par 2 mon temps de travail habituel, et c'est pas la raison pour laquelle vous pensez. Alors oui, j'ai pas eu à formuler des phrases, mais j'ai quand même dû les sélectionner et le faire reformuler plusieurs fois. Alors pour les images, c'était très rapide, J'écrivais une phrase et je faisais des variations pour trouver l'image qui correspondait au script. Mais là où j'ai gagné un temps monstrueux, c'est que j'avais pas à sourcer mon travail. Tout ce que j'ai eu éventuellement à faire, c'est de prouver que ce qu'il dit est faux. Et au vu des énormités qu'il raconte, c'est vraiment très facile à faire. Dans mes vidéos, je peux passer des heures pour vérifier d'où vient une image et me rendre compte qu'elle est pas de la bonne époque ou pas de la bonne personne. Je suis loin d'être infaillible, mais c'est vraiment ce point qui me prend le plus de temps. Maintenant, il y a une dernière demande que je voudrais faire à ChatGPT. Dans mes vidéos, j'aime bien faire à la fin des récapitulatifs. Je lui ai donc demandé de faire pareil pour cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Je lui ai envoyé le script que j'ai écrit jusque-là, sans les passages techniques que j'avais pas encore écrits, et j'ai aussi inclus les passages qu'il avait lui-même générés, et je lui ai demandé un récapitulatif final. Il m'a pas du tout donné ce à quoi je m'attendais. Là encore, j'ai monté une de ses propositions. Nous avons suivi l'auteur de la chaîne YouTube Luministe alors qu'elle expérimente la collaboration avec l'IA ChatGPT pour écrire une vidéo sur l'histoire de l'animation japonaise. Bien que ChatGPT ait fourni un script superficiel et imprécis qui ne correspondait pas au style de Luministe, elle ne perd pas espoir et lui demande d'autres idées de sujets plus originaux. Finalement, ils parviennent à trouver un thème qui convient à Luministe, l'histoire fascinante de la peste noire au Japon et son impact sur les Japonais. Alors en fait c'est marrant parce que je voulais une conclusion qui résume l'usage de l'IA et sur la façon de bien chercher ses sources, mais il a fait une conclusion comme si c'était moi le sujet de la vidéo. Et vous avez remarqué, alors que dans toutes nos conversations et dans tous les scripts, j'ai jamais spécifié mon genre, malgré tout, ChatGPT, il utilise le féminin pour me désigner. Il n'a pas été capable de justifier ce choix. Je vous avoue être fortement surprise. Enfin bref, je vais laisser ChatGPT conclure. Avec l'introduction élaborée fournie par ChatGPT qui correspond à son style de narration, Luministe est ravi. Mais cette collaboration souligne à la fois les limites et les possibilités de l'IA dans la création de contenu créatif. Finalement, le résultat va surtout dépendre de la façon dont l'artiste intègre son propre style et sa créativité dans le processus.